Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 4 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportage, interview, portrait, votre météo à venir et la suite du déplacement du prince souverain dans le Grand Est de la France avec un passage par le territoire de Belfort, site historique Grimaldi de Monaco. Le 20e anniversaire de l'association des femmes chefs d'entreprise, sa présidente Johanna Oudrouche sera avec nous dans un instant. Les sports, premier match d'Euroleague cette saison et premier succès en basket face à Milan, 93-80 pour la Roca Team. Et puis en football demain, l'AS Monaco FC, toujours invaincu cette saison, se rendra à Rennes. Et puis nous intéresserons ce soir à l'informatique verte et son impact sur l'environnement, la Greenit, dont nous parlera le directeur des systèmes d'information de la SMEG, Thomas Cartoro. Et n'oubliez pas, désormais, à la suite de votre journal, comme tous les vendredis, l'après-JT consacré cette semaine à une longue et enrichissante expérience. The Arctica and Antarctica Expedition Reports, mieux connaître les pôles et leur influence sur la santé de notre planète. Grand format, signé Frédéric Hélion. Le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco vient officiellement de s'enrichir d'un tout nouveau membre. Il s'agit de Belfort, en Franche-Comté. Des liens historiques unissent cette commune de l'Est de la France et la principauté depuis le XVIIIe siècle. Une amitié profonde qui ne cesse de se renforcer encore aujourd'hui, et ce, dans différents domaines. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. C'est l'un des plus petits départements de France. Le territoire de Belfort n'a rien à envier au plus grand. Son chef-lieu regorge de richesses qui nous permettent de voyager dans le temps. Justement, son histoire est étroitement liée à la principauté depuis le XVIIIe siècle. Ce passé, le prince Albert II a souhaité l'honorer lors de sa présence à Belfort, 6 ans après son premier déplacement dans cette commune de 45 000 habitants. Une visite qui a tout son sens pour le maire de Belfort, ses habitants, mais aussi les élèves de l'école Jules Aidé, établissement jumelé avec l'école Saint-Charles depuis l'an dernier. Elle évoque les liens historiques et amicaux qu'il y a entre la ville de Belfort et la principauté. Et ce que nous souhaitons, nous, à Belfort, c'est renforcer ces liens, qui soient à la fois historiques, culturels, mais aussi économiques. Il y a un lien d'amitié historique entre la population belfortaine et la principauté de Monaco. D'ailleurs, regardez, nous sommes ici sur la citadelle de Belfort, le château de Belfort, que le prince Régnier avait offert à la ville de Belfort en 1957, qui est, je crois, l'année de naissance de la princesse Caroline. Cette visite à Belfort aura été non seulement l'occasion d'officialiser l'entrée de la commune dans le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco, mais aussi de découvrir la place forte du territoire dans le secteur de l'hydrogène. Grandement impliqué dans le développement durable et la protection de l'environnement, Belfort s'investit dans la décarbonisation de ses transports. En 2025, la moitié de sa flotte d'autobus roulera d'ailleurs exclusivement à l'hydrogène. Un aspect qui intéresse le prince Albert II, qui s'est rendu avec la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron, dans l'une des stations de production et de distribution de cette énergie 100% renouvelable. C'est ensuite sur le site historique d'Alstom que la délégation monégasque a découvert les projets du groupe qui tend à relever les défis liés à l'indépendance énergétique. C'est sur ce même site qu'est fabriqué également le TGV M, le train du futur, plus écologique et plus économique que ses prédécesseurs. Aujourd'hui, par sa venue, le prince va au-delà de ses relations amicales. Il veut découvrir aussi ce qui se fait de bien dans ces différents territoires, que ce soit sur le plan de l'innovation, avec la technologie de l'hydrogène, de l'énergie, des mobilités. Et donc, on a pu lui faire découvrir ce qu'est le territoire de Belfort, ce qu'est la technologie hydrogène et ce qui se fait dans notre département. Et c'est une formidable manière de démontrer que la coopération entre nos différents territoires, elle peut être fructueuse. À partir de ces liens historiques, on arrive à développer des liens industriels, des relations économiques qui prospèrent. Et c'est ça aussi qui rapproche les différentes communautés. Et cette visite du prince Albert II à Belfort aura donc renforcé ces liens historiques et amicaux et mis en valeur cet engagement commun pour la protection de l'environnement.
Voilà pour cette visite placée sous le signe de l'histoire et de l'environnement. À l'issue de ce déplacement, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est exprimé au micro d'Émilie Rousseau. C'est non seulement entretenir ces liens historiques et les faire mieux connaître, mais c'est aussi, bien sûr, tout en s'appuyant sur cette histoire, de l'amener vers une actualité et pourquoi pas démarrer des collaborations, que ce soit dans différents domaines, que ce soit en éducation, que ce soit en matière culturelle ou que ce soit en matière économique. Et donc c'est pour ça que c'était aussi important, puisque nous nous intéressons aussi au développement de l'hydrogène et dans une démarche bien sûr de décarbonisation de notre économie. Donc l'hydrogène doit faire partie de la solution. Et donc c'était pour ça que c'était important et très intéressant de voir qu'à Belfort, ici, il y a ces mêmes intentions et donc on va pouvoir avoir une très belle collaboration dans ce domaine-là, j'en suis persuadé, dans les années à venir. Les sports, avec en basket le premier match de la saison d'Euroleague pour la Roca Team, jeudi soir à la salle Gaston Médecin. Intraitable en défense, notamment en première période. Monaco, avec Mike James de retour, s'est imposé 93-80 face à Milan. Écoutez les réactions auprès de Frédéric Elion, du meneur de jeu Mathieu Strazel, puis du coach Sacha Obradovic. J'espère que ceux qui avaient des questions, ils ont des réponses. Même si c'est qu'un match et que c'est que le début, un tout autre visage ce soir que ce qu'on a montré en championnat. On a été une équipe qui défend. Je crois qu'à la mi-temps, ils étaient à 34 points. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher à tous les matchs pour aller gagner à l'extérieur. Tout simplement, il va falloir qu'on défende. Et je pense que ce soir, on l'a plutôt bien fait. Alors il y a des choses à corriger, mais dans l'ensemble, on a fait une prestation solide. It's amazing win, especially when you have, this kind of situation. We are still searching ourselves, but I would say today fit, everything perfect. Even though, there is still a lot of space for improvement. Also, Mike, to find the game shape, but with him on the floor, of course, the picture is different. I'm happy for the win. I'm happy the way we played both, halves. First half, we did great in defense. Our whole game, we did great in offense. So, great win, it's just beginning. En football, nouveau déplacement pour l'AS Monaco FC après son match nul de haute lutte ramené de Zagreb en Ligue des Champions, de partout, après avoir été mené tout de même 2-0. Cette fois, les Monégasques, toujours invaincus cette saison, ont rendez-vous en Bretagne, à Rennes, actuel 10e du championnat de France de Ligue 1. Le match ce samedi à 21h. Elias Benseguir, l'un des stratèges des Rouges et Blancs, revient sur l'ambiance du moment au sein du groupe, la concurrence et la motivation de tous les instants. Ce qui se passe avec le groupe, c'est quelque chose de formidable. Il y a une atmosphère qui règne, qui nous permet d'être performants sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à revenir parfois dans les derniers instants. Je pense que, comme vous avez dit, le coach il a pu poursuivre sur une autre saison. Donc ça lui a permis de mettre ses bases en place. Et on a assimilé aussi ce qu'il voulait de nous rapidement, du coup, pour cette seconde saison. Et je pense que c'est ce qui a fait que l'atmosphère, on va dire, a changé et qu'on est encore plus performant. On a une équipe très très compétitive, que ce soit les titulaires comme les remplaçants. Même, pour vous donner une anecdote, à l'entraînement, c'est vraiment serré. Que ce soit les deux équipes, quand c'est mélangé, l'entraînement est devenu plus dur. Donc je pense qu'on est tous prêts, on a tous envie de jouer et c'est cette concurrence qui fait que ça nous rend meilleurs, chacun. Élu meilleur meeting d'athlétisme à 7 reprises, Hercules revient pour une 16e édition le 11 juillet prochain avec pas moins de 14 épreuves. 6 chez les dames et 8 pour ces messieurs. 100 mètres, 400 mètres, 800, 100 et 400 mètres haies au féminin, plus le lancer du poids. Côté garçon, un 110 mètres haies toujours aussi spectaculaire, suivi des 200, 800 et 5000 mètres, plus le 3000 mètres steeple. Ajoutez à cela des concours du saut en hauteur, à la perche et le triple saut. Hercules placé dans le calendrier 2 mois juste avant les championnats du monde de Tokyo. L'association des femmes chefs d'entreprise fête ce soir ses 20 ans. Notre invitée, Johanna Oudrouge, sa présidente, répond aux questions de Fabien Bonilla. Johanna Oudrouge, bonsoir. Bonsoir.
Vous célébrez les 20 ans de l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Quel est, pour commencer, l'historique de cette association ? Alors cette association a été créée en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, par Yvonne Foinant, une Française qui a repris l'entreprise de son mari, qui était mort au combat, comme beaucoup d'autres femmes. Elles ont décidé alors de se réunir de manière un petit peu artisanale pour échanger les bonnes pratiques commerciales et leur permettre d'assurer la survie des entreprises de leur mari. C'est ainsi qu'a débuté le mouvement. L'association des femmes chefs d'entreprise de France s'est créée, la Belgique a suivi et de nombreux pays pour ensuite arriver à l'antenne monégasque, il y a 20 ans, qui a rejoint le réseau mondial des femmes chefs d'entreprise. Et quels sont justement les objectifs, les missions des femmes chefs d'entreprise à Monaco ? Alors les missions de notre association monégasque sont les mêmes que les missions de l'association mondiale des femmes chefs d'entreprise. C'est défendre les intérêts des femmes au travail, promouvoir l'entrepreneuriat féminin, donc nous, l'entrepreneuriat féminin monégasque, en principauté en organisant justement des interactions avec les instances économiques locales, des conférences, mais aussi représenter donc l'entrepreneuriat féminin monégasque à l'étranger lors des congrès mondiaux organisés chaque année dans différents pays du monde. Alors la question est naïve, hein, c'est la réponse qui est intéressante, mais pourquoi avoir voulu comme ça créer il y a 20 ans cette association ? C'est important, j'imagine, pour vous ? Oui, alors cette association a été créée il y a 20 ans, je n'y étais pas encore membre, sous l'impulsion de la Chambre de développement économique de l'époque, puisque justement la CDE avait été créée et il avait été également voulu par les entrepreneurs de la place et les entrepreneuses de créer justement un mouvement d'entrepreneuses féminines et rallier justement le réseau mondial des femmes chefs d'entreprise qui existait d'ores et déjà. Donc c'est pour cette raison que l'antenne monégasque a été créée. Elles ont commencé avec 9 fondatrices il y a 20 ans. Nous sommes aujourd'hui 70 membres, 70 entreprises dirigées par des femmes en principauté et nous sommes ravis donc de s'agrandir encore pour les 20 prochaines années à venir. Et comment vous célébrez ce vendredi, là, cet anniversaire ? Alors nous avons la chance d'avoir la présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise, la vice-présidente mondiale Europe et de nombreuses présidentes de pays voisins, la République tchèque, la Slovaquie, l'Algérie, le Maroc, la Croatie, la Belgique, bien sûr la France et l'Italie. Toutes ces membres qui viennent justement se déplacent pour célébrer avec nous ces 20 ans. Bien évidemment les fondatrices, nos membres monégasques et de nombreuses personnalités du monde économique, dont le conseiller ministre des Finances et de l'économie, mais bien d'autres, justement pour se réunir justement autour de cet événement important pour l'économie monégasque, pour l'économie des femmes. Et nous avons voulu faire une soirée dédiée aux femmes qui ont marqué l'histoire, pour justement remercier un petit peu toutes ces femmes passées et présentes pour les combats pour les droits des femmes au travail, mais pas seulement, pour les combats qui nous permettent aujourd'hui d'évoluer dans un pays libre et de plus en plus égalitaire. Justement, j'aimerais que l'on fasse un point ou un constat sur les femmes à Monaco dans le monde du travail. Qu'est-ce que ça représente ? Alors les femmes entrepreneuses à Monaco représentent 40% du registre du commerce et de l'industrie, qui est un chiffre non négligeable, mais un chiffre en minorité par rapport aux entrepreneurs masculins. Néanmoins, ils tentent à croître de plus en plus. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que de nombreuses femmes, pas seulement dans le secteur privé, mais également dans le secteur public, accèdent de plus en plus à des hauts postes de direction. On le voit bien au niveau du gouvernement de Monégasque. Ces femmes seront présentes également ce soir, puisque au final, nous partageons les mêmes enjeux et les mêmes responsabilités de hauts postes de direction, que ce soit secteur public ou secteur privé. Nous avons aussi, et nous sommes très heureuses de la chance d'avoir de jeunes entrepreneuses monégasques qui nous ont rejoints récemment et qui font partie du Monaco Boost. Et c'est l'avenir de demain qui pérenniseront l'association pour les 20 prochaines années et je l'espère au-delà. Vous l'avez dit, vous avez 70 membres au sein de votre association. Qui sont ces femmes ? Dans quel secteur d'activité sont ces membres de l'association ? Alors les secteurs d'activité sont très variés. Nous pouvons avoir des femmes dans la cosmétique, dans la parapharmaceutique, dans le bâtiment, dans le transport, dans le commerce, dans les assurances, dans le droit, dans la banque. Il n'y a absolument aucun secteur d'activité priorité. C'est vraiment tous les secteurs d'activité et des fois des secteurs extrêmement masculins. Nous avons également énormément de nationalités et donc nous sommes très fiers de cette diversité d'activités et cette diversité de nationalités qui est à l'image de notre principauté. Pour finir, il y a des rendez-vous, des actions que vous menez, j'imagine, tout au long de l'année ?
Tout à fait, nous sommes tous les 8 mars, journée de la femme, nous organisons avec l'association Chicaniken un speed mentoring destiné aux jeunes lycéennes et collégiennes de la Principauté, durant lequel nous invitons ces jeunes filles à s'entretenir avec nous, les femmes chefs d'entreprise, afin de les guider dans leur choix de carrière et surtout de leur transmettre ce goût d'entreprendre et cette volonté de viser haut, de viser des hauts postes de direction. Donc c'est quelque chose qui est très important pour notre association. Nous avons aussi des partenariats avec Monaco Boost pour intégrer chaque année les jeunes entrepreneuses monégasques dans notre association. Et nous allons également reproduire ce partenariat en novembre avec Monaco Tech pour dynamiser justement notre association et aussi donc promouvoir toutes ces startups qui sont la volonté justement du gouvernement monégasque. Et en exclusivité, je peux vous le dire, nous avons la chance en 2025 d'organiser le premier comité mondial des présidentes européennes qui aura lieu donc à Monaco, où nous recevrons les délégations des associations femmes chefs d'entreprise d'Europe en principauté et nous attendons plus de 150 femmes chefs d'entreprise étrangères. Et on suivra ça. Johanna Oudrou, je le rappelle, votre association donc célèbre ses 20 ans ce vendredi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. La mairie de Monaco informe les usagers qu'une fraude aux eurodateurs du stationnement en Principauté a été constatée ce jour. Les faits concernent 40 eurodateurs sur les 86 installés en surface sur le territoire monégasque. Un autocollant comportant un QR code frauduleux a été apposé sur ces eurodateurs, invitant l'utilisateur à procéder au règlement de son droit de stationnement en le scannant et en le dirigeant vers des sites malveillants. Il s'agit d'une pratique frauduleuse déjà constatée en dehors de la Principauté. L'ensemble des eurodateurs de Monaco ont été contrôlés et les autocollants retirés. Il est rappelé que les seuls moyens de paiement sont les applications Pay by Phone, Monapass, par pièce bien sûr, carte bleue ou sans contact. Et précision d'importance, aucun des 86 eurodateurs monégasques n'est doté d'un QR code. La commune encourage tous les usagers qui suspectent d'avoir été victimes de cette fraude à se manifester en contactant la direction de la sûreté publique. Une plainte sera déposée par la mairie de Monaco. De nouvelles proviseurs depuis la rentrée à Monaco, après être allé rendre visite à Laure Bottaro au lycée Albert Ier en tout début de semaine sur Monaco Info, rencontre ce soir avec la nouvelle proviseure, cette fois du lycée Régnier 3, Leslie Giobergia, qui a fait sa rentrée dans cet établissement qu'elle connaît si bien puisqu'elle y occupait la fonction de proviseur adjointe. Elle prend donc de la hauteur avec déjà des projets en tête, à commencer par une réforme de la voie professionnelle. Elle nous l'explique dans ce reportage signé Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Elle est la nouvelle proviseure du lycée Régnier 3. Leslie Giobergia accueille cette nouvelle fonction avec sérénité, avec une équipe solide à son bord. J'essaye d'être très présente sur le terrain. L'entrée le matin, il est important que les élèves nous voient, qu'on leur dise bonjour, la journée est lancée. Pareil, passer dans les ateliers, voir les équipes, c'est important. C'est là aussi que parfois on prend certaines réflexions, certaines remarques, mais c'est aussi la reconnaissance de leur travail et voilà, de travailler dans la bonne humeur et de savoir qu'on est tous ensemble pour amener ce navire à bon port. La nouvelle chef d'établissement ambitionne de rendre le lycée professionnel et technologique toujours plus attractif, le faire rayonner comme un lieu de réussite et d'excellence. Parmi les projets à mener cette année, la réforme de la voie professionnelle, on arrive donc sur un changement de cours par rapport au chef-d'œuvre qui devient projet, par rapport à des heures qui sont modifiées et par rapport à une fin d'année en classe de terminale qui se dessine en Y, c'est-à-dire 6 semaines à la fin de l'année avec des élèves qui vont à la fois partir en stage pour ceux qui souhaitent se diriger vers la vie professionnelle tout de suite et vers 6 semaines de préparation aux études supérieures pour ceux qui souhaitent continuer. Le lycée Régnier 3, ce sont 450 élèves, 100 professeurs et 32 classes. Le gouvernail est entre de bonnes mains. Et nous vous proposons à présent un voyage à travers l'Amérique latine avec ce retour en images du Latin America Charity Ball, un gala de charité organisé hier soir au Yacht Club de Monaco. Plus qu'une soirée glamour, il s'agit d'une expérience immersive au cœur du patrimoine culturel du territoire via la gastronomie, la danse et des invités prestigieux comme la première dame du Panama. L'organisatrice de l'événement revient sur cette soirée aux côtés de Sarah Nkari.
Alors d'abord, cette soirée, c'est vraiment pour connecter des leaders dans leur domaine du monde entier, spécialement le Panama. Et on a la première dame de Panama comme notre invitée spéciale, Maricel Cohen de Molino. On est très content de l'avoir ici, on est très content de notre beau public, de tout le monde qui a fait le meilleur qu'il pouvait pour se présenter d'une super bonne façon ce soir. Alors l'idée c'est de récolter des fonds pour la Fondation AMAD, pour un projet qu'on a trouvé ensemble, que c'est contre l'abus sexuel infantile. Alors je vous invite à tous à être très généreux, c'est un très beau projet, très bien géré. Et une cérémonie de remise de prix a eu lieu au cours de la soirée pour récompenser les acteurs œuvrant en faveur des communautés d'Amérique latine. Think Green, toujours penser vert. La révolution verte est en marche et s'il y a un secteur qui est particulièrement concerné, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est bien celui de l'informatique. Quels sont les principaux impacts sur l'environnement? Où doivent porter les efforts? Alors pour évoquer avec nous la Green It, l'informatique verte, nous sommes avec le directeur des systèmes d'information de la SMEI. Il était au Fermont hier soir, l'un des intervenants du traditionnel rendez-vous annuel de l'association des directeurs informatiques de Monaco. Thomas Cartereau s'est entretenu avec Patricia Navarro. Bonsoir Thomas Cartereau. Bonsoir. Qu'est-ce que cache l'appellation Green IT et quels sont ses principaux objectifs? Green IT, je dirais que c'est deux notions pour moi. La première est de savoir comment est-ce que le digital peut contribuer à aider la transition énergétique. De quelle façon est-ce que le digital dans les métiers, les différents métiers, peut conduire à une amélioration de la transition énergétique. Et puis d'un autre côté, c'est le digital lui-même. De quelle façon est-ce que lui peut avoir une empreinte carbone la plus faible possible au sein de nos entreprises? Alors justement, quels sont aujourd'hui les principaux impacts environnementaux liés à l'utilisation de ce que l'on appelle les technologies de l'information? Les impacts principaux concernent essentiellement les consommations d'énergie. Tous nos ordinateurs, tous nos serveurs sont au sein de grands data centers qui consomment forcément beaucoup d'énergie. Vous avez entendu parler récemment des consommations liées au blockchain ou à l'intelligence artificielle. Tout ça a une empreinte carbone qui est significative. Le matériel lui-même a également une empreinte significative. Et donc l'objectif est de savoir comment est-ce que l'on peut atténuer ces enjeux, notamment avec des data centers par exemple, bien conçus et alimentés en énergie renouvelable. Oui, donc il y a ces data centers. Quelles sont plus généralement les pratiques les plus courantes pour réduire l'empreinte écologique des infrastructures IT dans une entreprise ? On a commencé il y a déjà une vingtaine d'années avec la virtualisation. Je dirais que la virtualisation a été, avant même que le mot Green IT n'existe, les premiers éléments qui permettaient d'améliorer l'efficience des data centers. Aujourd'hui, l'orientation vers le cloud ou de façon plus pragmatique, l'allongement de durée de vie des matériels contribue de façon significative à réduire une empreinte carbone. Thomas Cartereau, on parle souvent de l'obsolescence programmée. Comment les entreprises peuvent-elles optimiser la durée de vie de leurs équipements informatiques ? C'est une excellente question, effectivement, et on y est de plus en plus confronté, dans les années précédentes surtout, avec des cycles de vie de matériel qui étaient relativement courts. Maintenant, les choses évoluent, et fort heureusement, on a affaire à des fournisseurs, à des fabricants qui sont plus vertueux. Et nous, dans nos démarches, lorsqu'on doit travailler sur de nouveaux projets, on s'attelle à trouver du matériel pour lequel on a une garantie de durée de vie qui soit en adéquation avec ce type d'enjeu. Alors la Green IT, l'informatique verte en français, ce qui est important de souligner, c'est qu'elle contribue bien évidemment à la responsabilité sociale des entreprises. Exactement, elle contribue de façon significative. Cette transition écologique, cette transition énergétique est soutenue par la transition du numérique. Plus on va utiliser des outils numériques pour améliorer et optimiser nos processus, plus on tendra vers une efficacité. Et donc oui, on peut parler de Green IT dans ces cas-là. Vous avez mentionné un point important, et c'est vrai que l'on en entend beaucoup parler, c'est le cloud. Le cloud computing ne peut-il pas à la fois contribuer et nuire à la durabilité ?
Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses avec pragmatisme et discernement. Le cloud a plein de vertus. Il permet effectivement de pouvoir déplacer une part des infrastructures des entreprises vers des data centers et vraiment des spécialistes dans le domaine. Et donc qui bénéficient théoriquement de centres de données qui sont optimisés et vraiment conçus d'une façon efficiente, très recherchée. Par contre, effectivement, l'usage que l'on peut en faire, comme tous les outils, peut dévier et apporter des consommations qui sont inutilement accrues. L'avantage de ce type de solution comme le cloud, c'est que par exemple, des infrastructures inutilisées peuvent s'éteindre toutes seules. Lorsque vous utilisez un serveur une journée et pas la nuit, il peut s'éteindre automatiquement la nuit et ne pas consommer d'énergie. Mais alors finalement, actuellement, quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre d'une stratégie Green IT dans les entreprises? Ce sont les salariés, c'est le matériel? C'est les mentalités? C'est un petit peu tout, effectivement. Il y a beaucoup d'éducation à faire envers l'ensemble des entreprises, l'ensemble des salariés, des collaborateurs. Le premier enjeu, c'est de déjà avoir une image assez précise de notre propre empreinte carbone. Et pour ça, il existe un certain nombre de calculettes, plus ou moins officielles, mais en tout cas relativement efficaces, qui permettent d'avoir une vision assez réaliste de notre empreinte et partant de là, de déterminer quelles sont les actions à court, moyen et plus long terme pour pouvoir nous améliorer sur les différents scopes. La mesure de l'empreinte carbone, c'est l'un ou c'est le seul critère pour évaluer l'efficacité d'une initiative Green IT dans une organisation? C'est l'un des critères et de mon point de vue, c'est le plus significatif. Merci Thomas Cartereau, directeur des systèmes d'information de la SMEG, d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'informatique verte. Merci à vous. Les 20 ans de la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque, ce sera le samedi 12 octobre à l'espace Léo Ferré de 9h à 18h. Une journée pour faire des achats de vêtements, de bijoux, d'accessoires de luxe à prix modéré pour la bonne cause. La météo de ces prochaines heures, et c'est avec vous, Sarah Inkari. Peut-on s'attendre, Sarah, au retour enfin du beau temps? Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, profitez-en d'ailleurs, car je vous le dis d'emblée, la pluie devrait faire une réapparition dans la journée de dimanche. Mais pour l'heure, au programme de demain, un grand soleil et des températures stationnaires oscillant entre 14 et 19 degrés. Pas de vent, pas d'averse, les voyants sont au vert. Et puis avant de vous quitter, notez que nous fêterons la Sainte Fleur ce samedi. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec, en cette journée mondiale des animaux, quelques instantanés de vos amis et compagnons de tous les jours et d'espèces un peu plus exotiques. Les photos sont signées Stéphane Dana. Et restez bien avec nous, dans un instant, comme tous les vendredis, l'après-JT consacré ce soir à l'odyssée d'importance pour notre environnement et le rôle prépondérant des pôles autour du globe, The Arctica et Antarctica Expedition Reports.